Bonsoir. Donc, effectivement, comme vous l'avez vu, je m'appelle Bernard Gourvenec. Je suis enseignant-chercheur à Télécom Bretagne, à Brest. Et je postule également pour le poste, enfin pas le poste, pardon, le titre de thésard le plus âgé de l'UBS, puisque ça fait quelques années que je suis maintenant encadré par Céline Jacob et Nicolas Guéguin sur un projet de thèse qui se termine, j'espère. Et là, je vais vous présenter un exemple donc concret d'utilisation de l'Icebreaker, justement dans le cadre de cette étude. Et l'étude, elle porte sur des facteurs d'ambiance dans des magasins virtuels, en l'occurrence des magasins sur Internet en 3D. Donc je vais parler un petit peu d'informatique, je vais parler un petit peu de marketing, et puis je vais essayer aussi surtout beaucoup de parler d'Icebreaker, bien sûr, et de vous présenter quelques résultats concrets. Alors, voilà, j'ai choisi de vous parler un petit peu de problématiques du contexte, les choix techniques que j'ai faits pour ma recherche, et puis comment effectivement l'Icebreaker a été utilisé. Je vous présenterai aussi très rapidement quelques résultats, et je pense que ça vous intéresse aussi de savoir comment les résultats sont utilisés, analysés, pardon. J'essaierai d'en dire quelques mots également. Voilà. Alors, contexte technologique, contexte marketing, problématique, ça c'est le cadre de ma recherche. Un contexte technologique, c'est dire il y a sur Internet, on utilise aujourd'hui de plus en plus des sites assez classiques en 2D. Et depuis maintenant une trentaine d'années, il y a déjà des expérimentations, des avatars, des choses que vous commencez à connaître un peu plus, qui permettent d'avoir un peu plus d'interactivité, d'ergonomie sur les sites web. Le fait est que la bande passante, c'est-à-dire le volume de données qu'on peut faire passer en même temps sur un site internet est assez rare. Enfin, la bande passante est assez faible, même si aujourd'hui ça s'améliore de plus en plus. Et donc les premières expérimentations qui ont été faites de ce type d'interaction étaient assez laborieuses. Donc aujourd'hui, heureusement, vous connaissez des expérimentations, ou en tous les cas des choses qui fonctionnent beaucoup mieux. Moi, j'avais commencé ma recherche au début, c'était sur Second Life, où effectivement, on avait la possibilité de naviguer dans un monde virtuel, de créer, vous voyez ici des exemples de magasins déjà à l'époque qui avaient été créés, et des entreprises qui avaient fait des tentatives d'utiliser ce canal pour se faire connaître et éventuellement commencer à commercialiser des produits. Je dis bien des tentatives parce que cet engouement pour Second Life, on n'entend plus beaucoup parler de Second Life, hein, donc vous avez vu qu'il s'est un peu retombé pour des raisons qu'on va voir, mais notamment une des raisons, c'est l'ergonomie qui n'était pas satisfaisante. Alors aujourd'hui, on en est où? On en est à des possibilités techniques qui nécessitent très souvent le téléchargement de plugins, c'est-à-dire de logiciels qui sont installés sur votre ordinateur, ce qui est parfois assez rédhibitoire pour les utilisateurs. On commence à avoir un Internet avec un accès fibre optique, donc éventuellement des grosses capacités et des grosses possibilités. Et puis du matériel qui également suit. Vous avez des ordinateurs de plus en plus performants, des logiciels aussi de plus en plus performants. Et puis un certain nombre d'initiatives qui permettent de fédérer quoi? Fédérer principalement les logiciels et l'interaction avec le web. Ça c'était pour la partie technologique, donc je vais assez vite parce que même si je viens d'une école d'ingénieur, c'est pas forcément le sujet aujourd'hui. Le contexte marketing, c'est de dire que il y a des magasins qui sont traditionnels sur lesquels il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites, notamment dans l'immersivité ou l'immersion possible dans ces magasins. On utilise, j'ai des spécialistes de la couleur, il y a des spécialistes des odeurs, il y a des spécialistes de plein de choses, et j'en vois quelques-uns dans la salle. Donc ça, c'est les magasins traditionnels. Les magasins en ligne, vous connaissez, vous avez certainement fait vos courses sur des sites web avec des listes d'articles, hein, les drives et autres. Ça manque vraiment d'immersion. C'est-à-dire qu'on a pris des bases de données qu'on a mis en ligne. Grosso modo, c'est à peu près ça. Et donc, les entreprises commencent à s'interroger sur est-ce que la possibilité de donner plus d'ergonomie, plus d'immersion aux consommateurs peut être intéressante. Alors,
Je vais assez vite sur cette partie marketing. Hein. On voit bien que Internet aujourd'hui est aussi complémentaire des circuits de vente traditionnels. C'est pour ça que le multicanal est aujourd'hui au centre des préoccupations des magasins et des commerçants. Et puis il y a un certain nombre de projets d'expérimentation en cours. Si j'ai le temps, je vous montrerai ces deux liens, mais des magasins virtuels en ligne commencent à apparaître. Voilà. Alors, oui, ça c'était pour vous juste préciser qu'il y avait, on voit bien 820 millions de personnes en Europe. Il y en a 529 millions qui ont un accès Internet, donc il y a un marché intéressant. J'en viens au fait que aujourd'hui, on va dire que les jeunes et les moins jeunes sont de plus en plus expérimentés, c'est-à-dire que vous avez tous testé probablement des achats en ligne, tous les gens qui sont dans la salle, je suppose, et puis des gens qui arrivent, des jeunes qui arrivent aujourd'hui, ont eu aussi énormément de possibilités d'utiliser, d'interagir avec un ordinateur, soit sous forme d'un jeu de console, soit sous forme de jeu en ligne directement. Donc des consommateurs, on va dire, de plus en plus expérimentés. Alors, quel est l'objectif de la recherche, de notre recherche? C'est de dire, on va essayer de faire le parallèle entre des magasins réels et des magasins virtuels. Et donc, pour cela, on va pouvoir utiliser, j'ai créé un magasin qui permet de mesurer un certain nombre de facteurs, dont notamment, on va voir l'ergonomie du magasin et le design du magasin pour voir si certains de ces éléments peuvent avoir une influence sur le comportement du consommateur. Donc, ce qu'on appelle en marketing l'état de flow, c'est-à-dire l'engagement du consommateur, de l'internaute, est-ce qu'on est capable de l'augmenter en utilisant des magasins de ce type-là? Alors, la question de recherche était donc quels sont les principaux facteurs d'atmosphère susceptibles d'influencer le consommateur et le comportement des internautes dans un magasin 3D. Donc ce magasin 3D, je vous montrerai après très rapidement, mais j'ai créé 3 magasins différents et ces magasins étant sur PC, j'ai mesuré le comportement d'une quarantaine de testeurs, 43 testeurs, sur 3 magasins différents, chaque magasin ayant des caractéristiques légèrement différentes. Et donc, à l'issue de cette immersion, il y avait deux éléments. Le premier élément, c'était de dire est-ce qu'on est capable de mesurer objectivement un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire en utilisant l'Ice-Tracker, et je vais y venir, et également du subjectif, du déclaratif, de façon classique, questionnaire, avant l'expérimentation et après l'expérimentation. Donc, sur ces choix techniques, j'en ai un petit peu parlé. L'idée, c'est effectivement de pouvoir effectuer une liste d'achats virtuels et le fait que les produits sont manipulables et interactifs et visibles en 3D. Alors, bon, je passe là-dessus parce que c'est pas forcément très intéressant pour le sujet de la soirée. Voilà, l'expérimentation en elle-même. Donc, les consommateurs avaient un objectif d'une liste de courses à effectuer dans ces magasins virtuels. Et ces listes de courses, donc vous avez à gauche le poste de travail, l'ordinateur et le système d'Ice-Tracker que vous verrez tout à l'heure en démonstration. Là, c'est un fixe. Et à droite, vous avez une capture d'écran de la calibration, c'est-à-dire ce qui est quand on met pour la première fois un testeur devant le PC, il faut effectivement calibrer les caméras pour faire en sorte qu'on capte son regard, la direction de son regard, et puis qu'on capte également la pupille, la dilatation de la pupille, etc. Donc, à partir donc concrètement, les internautes, étaient installés devant le PC. On fait une calibration et ils commencent leur interaction avec le magasin. Voilà.
Deuxième partie de l'expérimentation, c'est des entretiens semi-directifs. Donc là, on retombe sur des choses assez classiques je dirais, dans les sciences sociales, c'est-à-dire réponse à des questionnaires sur, là en l'occurrence ici, c'était les facteurs d'ambiance, hein, et les facteurs spécifiques au magasin. Par exemple, comment avez-vous perçu la 3D, la 3 dimensions? Est-ce que vous êtes bien orienté? Comment vous avez fait pour vous orienter? Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas d'interaction possible avait pour vous une importance ou pas, etc., etc. Et donc les conséquences que ça peut avoir, notamment en termes de ce qui était l'objet de la recherche, hein, la sensation d'immersion et la notion de présence, c'est-à-dire d'être à l'intérieur de quelque chose. Alors, je vous montrerai après parce que c'est sur un autre écran le principe du magasin. Là, j'ai fait une capture d'écran d'un exemple de résultat. Donc, qu'est-ce que vous avez sur cet écran? Vous avez en haut, on voit. Alors, c'est dommage, j'ai pas mon petit pointeur. Il n'y a pas un petit pointeur laser, non? Vous n'avez pas ça? Non. Donc, vous avez la grande photo en couleur. En fait, c'est la vision que l'Ice Tracker permet d'obtenir. C'est-à-dire que on voit à gauche la caméra qui était située sur l'écran, qui permet d'avoir le visage du testeur. Alors il y a des logiciels qui permettent ensuite de travailler sur les émotions éventuelles que l'on peut voir sur les visages. Je n'ai pas utilisé ça. Par contre, on a le point de fixation, c'est-à-dire le point de regard, on ne le voit pas très bien là, mais il est au milieu, on voit un petit point orange normalement sur la colonne bleue. Et donc ça nous donne la direction du regard à un moment donné. C'est-à-dire que là, nous sommes à 460 secondes, je crois. C'est ça à peu près. Je crois que c'est ça. Donc ici, vous avez la barre qui représente la timeline. Vous avez ici donc le point de fixation du regard. Donc on est capable de dire effectivement qu'est-ce que la personne a regardé. D'accord ? Ensuite, ce qui est en dessous ici, ce sont les codages que j'ai effectués des différentes situations. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'était par exemple de savoir combien de temps il s'était arrêté devant un rayon, combien de temps ils ont mis pour choisir un produit, et si éventuellement ils avaient choisi un produit sur... Alors vous voyez, vous avez des colonnes, ici il y a des colonnes qui sont éclairées plus que d'autres. Donc est-ce que la lumière a une influence sur le choix du consommateur? Donc le fait que le consommateur ait choisi un produit dans une colonne éclairée était un élément important à mesurer. Donc j'ai codé tous ces comportements. Vous avez ici la liste de tous les comportements. Vous avez en dessous la timeline avec la liste, les différents comportements qui ont été constatés. Et donc avec ça, en dessous, la dilatation pupillaire et le point de regard ici. Donc vous avez deux types de regards. Par exemple, la personne regardait-elle l'écran ou regardait-elle la notice d'emploi. Donc vous avez les 4 résultats qui sont perclos, concentration et direction du regard. Donc voilà une capture de résultats pour un testeur. Donc il y en a 40. Donc vous imaginez à chaque fois le temps que ça nécessite pour coder. Parce que ce que vous voyez ici, ça nécessite évidemment de revisionner l'ensemble des vidéos pour pouvoir les coder. Ensuite, j'ai fait un petit bilan pour ce soir pour les plus et les moins de mon expérience, de l'expérience que j'ai de l'ice tracking. Le gros plus, c'est qu'effectivement, vous l'avez vu là, moi j'ai des mesures objectives avec des temps, avec des choix qui ont été faits effectivement, avec des dilatations pupillaires, ce qui permet de mesurer éventuellement du stress ou des réactions des individus. Donc ça, c'est de l'objectif. Et après, il y a des questionnaires, donc il y a du subjectif. Donc on peut comparer facilement le déclaratif avec le mesuré. Et des fois, on se rend compte que la personne, par exemple, vous dit l'éclairage, pour moi, n'a eu aucune influence sur mes choix, alors que vous voyez très bien que si,
quand vous regardez, quand vous revisionnez les vidéos et que vous calculez, vous mesurez les choix. Donne une mesure continue, donc pendant les 30 minutes à peu près que dure, ou un peu plus que dure l'expérimentation, vous avez souvent une mesure continue, donc avec des évolutions sur et éventuellement la tension et l'immersion. Les moins, c'est que même si aujourd'hui on vous dira tout à l'heure que c'est très facile de calibrer l'Ice Tracker, c'est vrai. Des fois ça marche très bien, mais sauf si vous avez quelqu'un qui a des lunettes, quelqu'un qui n'a pas forcément un regard parfait pour l'Ice Tracker, ça ne marche pas toujours. Donc des fois ça prend un petit peu de temps. Ça veut dire que des fois vous perdez aussi le regard de la personne, donc vous perdez la mesure, c'est un petit peu dommage. Vous avez vu que les mesures sont longues et complexes à exploiter, donc ne vous attendez pas à avoir tout de suite des résultats extraordinaires. Il faut investir du temps pour pouvoir obtenir des résultats. On verra, il y a des logiciels aujourd'hui très performants. Moi, je considère qu'ils sont encore perfectibles. Alors, j'ai peut-être pas les bons logiciels. On verra qu'il y a différentes offres. Voilà, ça c'est le petit bilan que je voulais faire. Et puis, en ce qui me concerne moi, voilà les résultats de l'expérimentation, enfin des résultats en cours. C'est des gens qui déclarent effectivement que les magasins 3D, c'est très immersif, ça leur plaît. On a mesuré une influence de la lumière sur les choix, alors que, je répète, le déclaratif, les gens déclaraient dans la plupart des cas le contraire. Et puis des éléments là qui sont pas forcément en lien avec la soirée, mais en tous les cas en lien avec le sujet, c'est que l'ergonomie des sites web a besoin d'être améliorée. En tous les cas, l'ergonomie de ce que j'avais fait a besoin d'être très nettement améliorée. Voilà, c'est ce que j'ai mis ici sur l'ergonomie perfectible et le fait qu'aujourd'hui, il faut du temps pour télécharger des plugins ou pour avoir des réponses, des temps de réponse de magasins en ligne. Je crois que j'ai terminé avec ce que je voulais vous dire. Je termine sur cette dernière diapositive qui est de dire effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de pistes de recherche sur la comparaison entre le réel et le virtuel. Et je pense aussi qu'on peut utiliser, là vous avez, je crois que vous le verrez aussi tout à l'heure, il y a 2 exemples d'Ice Tracker mobile. Moi j'ai apporté le mien, mais je crois que on en a un deuxième. Donc il y a des possibilités d'expérimentation et d'utilisation à mon avis très intéressantes. Là je vous ai mis une expé qu'on a faite avec, il y a une personne qui a des lunettes, la première personne au premier rang qui a des lunettes qui sont à gauche, que vous verrez tout à l'heure. Et effectivement là c'est devant un rayon. Quelle va être sa réaction, qu'est-ce qu'elle va choisir, comment elle va choisir. Voilà, ça peut être intéressant. Donc moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est comparer la réaction des gens, leur comportement, entre mon magasin virtuel et un magasin réel, en donnant la même tâche aux gens, et pour voir si effectivement le magasin virtuel que j'avais construit étant une reproduction exacte du magasin. Voilà, il marche Super U de Plouzané, petite page de publicité au passage. Voilà. Et donc dès lors que, alors voilà ici, je ne sais pas si vous voyez, oui, ça marche. Voilà. En fait, on s'est investi dans la photographie et la reproduction du magasin, d'un magasin entier. Et donc l'idée c'est de donner une tâche identique aux gens dans ce magasin virtuel et dans le magasin réel. Voilà, ça c'était la petite touche finale pour vous expliquer ce que j'ai fait. Donc, effectivement, moi c'est Céline Jacob et je viens vous présenter plusieurs expérimentations que j'ai menées avec l'oculomètre. Hop, décidément, j'ai un souci, désolé. Voilà. Alors, l'oculomètre, c'est un outil que j'utilise depuis quasiment 10 ans et je l'ai utilisé dans plusieurs cadres. Donc là, aujourd'hui, je vais justement vous expliquer quel va être l'intérêt de travailler avec un oculomètre. Et pour ça, je vais détailler 3 études que j'ai réalisées. Une première que j'ai mis en vert,
qui m'a permis de travailler sur des concepts. Donc l'oculomètre nous a permis de définir des concepts, de valider ces concepts en faisant après des tests utilisateurs. Dans une deuxième étude en orange, j'ai profité de l'eye-tracker pour faire des tests de navigation web. Et enfin, dernière petite expérimentation pour tester des visuels publicitaires. Le but à chaque fois étant bien évidemment d'améliorer les différents supports. Généralement, on va utiliser un eye tracker soit pour comprendre un comportement, ensuite pour pouvoir améliorer les supports qui sont utilisés, donc soit pour les offres produits-services, les sites web ou les supports publicitaires. Alors le premier projet ici, c'est un projet que j'ai mené avec le pôle de compétitivité images et réseaux de Rennes. Les pôles de compétitivité, ce sont des systèmes qui font travailler entre eux plusieurs acteurs académiques, dont les universités, avec des grands groupes industriels ou des petites PME. Donc là, pour notre projet images et réseaux, on était à peu près une quinzaine d'intervenants, dont uniquement 2 académiques. Et le but a été d'essayer de trouver quels pouvaient être les nouveaux usages entre médias et publicité. C'est un projet qui a débuté en 2008 et en fait on s'est intéressé à la publicité contextuelle. Donc comment on pouvait essayer de prendre en compte la météo, enfin vraiment le contexte environnemental pour proposer des services qui soient adaptés aux consommateurs. Maintenant, c'est quelque chose qui se fait énormément, mais ça l'était beaucoup moins il y a quasiment 10 ans. Et à ce propos-là, j'ai utilisé 2 types d'eye tracker. Une première fois pour tester l'idée même du concept et pour imaginer un prototype. Et ensuite, pour vérifier si les utilisateurs adhéraient ou pas à ce type d'offre. Donc, au niveau du test de la maquette, qu'est-ce qu'il en était, du test du concept? Eh bien, on a commencé déjà à imaginer les différentes situations qu'on pouvait utiliser lorsqu'on ferait les tests finaux avec les utilisateurs. Donc, pour ça, on a travaillé en focus group pour véritablement trouver les 4 situations les plus pertinentes, tout en étant différentes. Ensuite, il a fallu créer la maquette, donc le support. Là, je dois avouer que je ne m'en suis pas occupée. Mais par contre, avec l'eye tracker, on l'a utilisé pour établir la plupart des mesures, puisqu'on a essayé de voir au niveau de la plaquette quels étaient les éléments que la personne allait regarder, et pas simplement survoler, mais vraiment fixer, auxquels elles allaient faire attention. Et on combinait ça avec un questionnaire pour voir si, effectivement, il y avait des éléments cohérents. Alors concrètement, comment ça s'est passé? Eh bien, on a utilisé un poste fixe, ici, et l'oculomètre était intégré dans ce poste fixe. Donc comme ça, la personne, en fait, peu de personnes se sont rendues compte que c'était un oculomètre parce qu'elles regardaient l'écran, mais elles ne voyaient pas du tout de système supplémentaire et beaucoup pensaient que c'était un moniteur comme un autre. Et à partir de là, on leur a proposé donc, dans la maquette, au départ, une image. Alors avec les contrastes, vous ne voyez pas trop, mais on demandait à la personne de s'imaginer pour ce scénario-là dans son salon, en train de regarder la télévision. À ce niveau-là, il y avait soit du soleil, soit de la neige. Donc vous voyez qu'après, au niveau de l'image, j'ai défini des zones que j'ai mis en couleur pour le traitement des données de l'oculomètre. Et comme ça m'a permis de savoir combien de personnes ont regardé le soleil. Donc on repérait qu'il faisait beau, ce qui serait après intéressant lorsqu'on allait faire une pub contextuelle liée à la météo. J'ai regardé combien de personnes s'étaient arrêtées sur le personnage, sur la télé, etc. Donc il y a des zones dans cette image introductive de la maquette qui étaient importantes pour nous et qu'on avait définies. Ensuite, il y a eu un film. Et là, au niveau du film, j'ai également, donc là c'est une capture d'écran que j'ai fait,
défini des zones qui étaient importantes pour nous, pour voir si les personnes pouvaient comprendre le système. On a analysé toutes ces données pour pouvoir améliorer le prototype qu'on avait en tête. Donc ça, c'est vraiment le test de concept. Est-ce que les personnes y adhéraient? Et quels étaient les freins? Qu'est-ce qu'on pouvait améliorer? À l'issue de cette première phase, les prototypes ont été créés. Et cette fois-ci, on a réellement testé ce nouveau service, mais sur 3 terminaux. L'IPTV, un téléphone mobile. Alors vous voyez que depuis, ils se sont modifiés, ils ont évolué, mais on a travaillé avec celui-ci, mais également un système de radio numérique. À partir de là, on a demandé aux personnes d'effectuer certaines actions, là encore selon le scénario qu'ils avaient à suivre. Et pour faire leurs mesures, comme là on était en situation réelle, on les avait équipés de lunettes. Alors on va voir qu'entre-temps elles ont changé, mais à l'époque, pour pouvoir travailler avec un eye tracker mobile, c'était posé sur un casque, et au niveau du casque, on avait un système de caméra qui venait un petit peu devant l'œil, mais qui en soi n'était pas gênant. Les personnes manipulaient, et on a pu voir justement si nos services étaient cohérents et si les éléments qu'on demandait aux personnes étaient vraiment intéressants pour eux et si ça les captivait. Donc vous voyez ici que c'est un premier exemple d'étude. On part d'une idée de concept, on va utiliser l'eye tracker pour faire la maquette et vérifier s'il y a des leviers à lever ou pas, ou des freins à lever, et ensuite on le met en situation réelle avec un mobile. Donc voilà, première expérimentation. Deuxième expérimentation, cette fois-ci, j'essayais de savoir si les seniors avaient une navigation identique aux digital natives. Vous savez, ces personnes qu'on dit moins de 35 ans qui sont nées avec un ordinateur dans les mains et Internet. C'est intéressant de le savoir, déjà parce que les seniors, ce sont finalement une part importante des internautes. On considère que à peu près 25% des internautes sont des personnes de 55 ou 60 ans et plus. Donc ils représentent une grande part. Mais en plus, ces internautes-là, contrairement à ce qu'on peut penser, ne sont pas du tout réfractaires à l'achat online. Puisque au niveau des seniors, 75% sont des acheteurs en ligne. Donc vous voyez que c'est intéressant. Quand en plus on considère que ce sont eux qui ont le plus fort pouvoir d'achat, ce serait dommage de s'en priver. D'où l'intérêt d'essayer de leur proposer des sites qui leur conviennent. Maintenant, il y a quelque chose à considérer aussi, c'est que les seniors, ils ont, malheureusement avec le temps passant, des capacités d'attention qui tendent à diminuer, mais également des capacités de mémorisation, sans parler de leur diminution de capacité physiologique. Donc ce sont des individus qui peuvent, suite à ces contraintes, avoir des comportements différents des personnes beaucoup plus jeunes. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour essayer de tester ça? Alors, plusieurs choses. Sachant qu'en plus, on a un élément à prendre en considération, puisqu'on voulait tester les publicités, c'est l'effet dit Benner blindness. L'effet Benner blindness, c'est le fait qu'on va essayer d'éviter toutes les zones où il y a des pubs. On est surchargé de messages publicitaires, il y a un encombrement visuel, et donc, pour le coup, on va essayer d'éviter ces zones parce qu'on va avoir l'impression que ça va venir brouiller le message, que ça va venir entraver nos objectifs de navigation. Résultat des courses, on n'est pas sûr que toutes les zones des sites web soient vues. Les sites web qui peuvent avoir trop de publicité peuvent être évalués négativement. Et surtout, on va avoir le problème de suppression systématique de toutes ces publicités, mais de manière inconsciente. Vraiment, on essaie de faire en sorte qu'on ne voit pas les publicités. Donc là, il y a ici toute une littérature là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, nous?
Typiquement, on a testé plusieurs mesures. Déjà, on a créé 4 sites, enfin, on avait un même site, mais au sein de ce site-là, on a mis différentes publicités. On a mis des publicités statiques, soit dans le bandeau du haut, soit, vous savez, dans la colonne de droite. Alors, de droite, ça va être par là pour vous. Ensuite, on a fait un site, le même site, où au niveau des publicités, certaines avaient du texte défilant. C'était la seule animation. On a également fait un site où il y avait des publicités, mais cette fois-ci animées. Et on a essayé de voir si les publicités étaient perçues. On a essayé de voir si, alors justement plusieurs mesures, combien de temps les personnes restaient à visiter notre site, sachant qu'on leur avait donné une tâche particulière à faire. On a regardé ce qu'ils avaient fait pendant leur navigation, donc combien de pages ils avaient visitées, combien de pages avec nos publicités avaient été vues. On a regardé également, pour chaque publicité, combien les avaient réellement fixées, c'est-à-dire combien y avait porté attention. Parce que c'est bien beau de les survoler du regard, mais vraiment combien les avaient vus. Ça, c'était pour les mesures comportementales. Ensuite, on a recherché certaines réactions cognitives et affectives, et là, on l'a fait via un questionnaire. On a essayé de demander ce qu'ils avaient pensé du site, des produits et de la publicité. Ce qui nous a ensuite permis de croiser tous ces résultats, selon qu'ils étaient sur tel ou tel site, que les publicités avaient été vues ou pas, est-ce que c'était mémorisé, est-ce qu'ils avaient aimé. Au final, qu'est-ce qu'on apprend? Alors, si je m'intéresse aux seniors, les 2 premiers résultats sont, j'allais dire, attendus. Ici, on a vu que les seniors mettaient un peu plus de temps pour réaliser la tâche qu'on leur avait demandée. D'accord. On a vu également que les seniors mémorisaient beaucoup moins bien les publicités. Ça, c'était attendu avec toute la littérature qu'il y a sur les capacités cognitives. Maintenant, le point qui nous a paru le plus important ici à montrer, c'est que finalement, on s'est aperçu que les seniors n'avaient pas du tout la même navigation que les jeunes. Et ça, c'est un point qu'on n'avait pas identifié au départ, puisqu'on travaillait essentiellement sur la publicité, mais on s'est rendu compte que les seniors n'ont quasiment pas utilisé la barre d'onglet horizontale. Or, c'est ce qu'on a dans la plupart des sites maintenant. Les seniors utilisent essentiellement les menus horizontaux, et quand on y réfléchit, ça semble logique. Ils sont nés avec des livres, avec des sommaires, et donc, pour eux, c'est comme ça qu'est structurée l'information. Et donc, les grandes catégories qui étaient accessibles facilement par cette barre d'onglet horizontale, ben, ils ne l'ont pas utilisée. Donc, vous voyez comme quoi l'eye tracker peut servir aussi pour l'analyse des sites web afin de les améliorer. Je connais ma cible, je fais quelque chose qui vraiment est intéressant pour eux. Enfin, dernière possibilité, autre possibilité que j'ai testée, il s'agissait de travailler sur des visuels publicitaires. Je ne vais pas m'attarder dessus puisque les conférenciers suivants vont davantage le préciser, mais ici, il s'agissait d'évaluer justement 2 supports print, écrits. On avait mis les images à l'écran sur l'oculomètre et on a essayé de voir justement ce qui était véritablement vu. Là encore, alors ces images, j'ai un problème de contraste, je pense que vous en êtes aperçu, mais en fait, j'avais défini des zones avec le nom de marque, avec le slogan, avec l'endroit où il y avait le site web, où il y avait des labels, etc. Et j'ai essayé de voir sur ces différentes publicités quelles étaient les zones qui étaient vues ou moins vues. Est-ce qu'il y avait des éléments qu'on pouvait davantage mettre en avant? Alors, un des résultats, ça a été justement ces cartes de chaleur. Ça peut être intéressant de travailler avec. Alors, là encore, problème de contraste, vous ne voyez pas grand-chose. Le point, quand c'est rouge, c'est que beaucoup de personnes ont fixé cette zone,
et plus on va vers le jaune-vert, moins c'est regardé. Bon, je laisserai le conférencier suivant en parler, mais vous voyez qu'ici, on peut aussi travailler et améliorer ces visuels publicitaires ou tout autre même type de visuel pour bien placer l'information primordiale. Pour finir sur l'Eye Tracker, alors c'est vrai que pour moi, chercheur, c'est quand même un outil qui est intéressant puisque j'ai de réelles données comportementales. On a beaucoup d'études qui sont faites avec des questionnaires. Est-ce qu'on a l'intention de faire ça? Est-ce que j'aime ça ou pas? Et finalement, on se rend compte que parfois, toutes ces méthodes dites testimoniales, orales, ont un sacré biais, puisque ce n'est pas réellement ce que les personnes vont faire en réalité. Donc là, l'Eye Tracker nous permet de coupler le comportement réel avec des éléments testimoniaux qui vont nous permettre ensuite de croiser les résultats. Donc c'est vraiment pour nous un outil confirmatoire. En plus, on l'utilise dans plusieurs champs. Moi, je vous ai donné des exemples en marketing. Il faut savoir que dans mon laboratoire, on a aussi des chercheurs en psycho et on va l'utiliser pour travailler sur tout ce qui est évaluation pédagogique. Par exemple, comment on améliore tous les systèmes d'apprentissage. Et enfin, dernier élément, là je vous avais montré les outils que j'ai utilisés pour les différentes études, le casque avec les lunettes ou le moniteur avec Eye Tracker intégré. Il faut savoir que ça avait été acquis en 2008, la technologie eye tracking évolue très vite et donc on a renouvelé tout le matériel et depuis quelques semaines, on a les nouvelles lunettes Tobii et une barre qui se met sur n'importe quel poste informatique pour capter les données. Mais ça, comme on a un intervenant spécifique Tobii, je lui laisserai en parler. Enfin, je le laisserai en parler. Voilà, s'il y a des questions. Ok, donc Valérie Patou-Gestin, agence de communication. Nous existons depuis une quinzaine d'années sur historiquement Vannes, ensuite sur Nantes et maintenant également une agence qui a une branche événementielle sur Barcelone. Agence de communication, vous en connaissez, il y en a beaucoup, ne serait-ce que sur Vannes, je pense qu'on peut en recenser une cinquantaine. Donc il fallait se différencier. Nous avons choisi un créneau qui est celui de l'innovation et pour nous, l'eye tracking fait partie des innovations. C'est-à-dire que ça va nous permettre, c'est un des outils qui pourra nous permettre de valider des campagnes que l'on va proposer à nos clients. Au même titre que nous développons autour de la couleur, à savoir argumenter pourquoi on va choisir une couleur pour nos clients, une charte graphique, on pourra la justifier aussi bien sur les approches psychologiques que thématiques. Donc ce matin, nous avons fait des tests, c'est tout frais avec monsieur Lu, sur des dossiers qui sont en cours, sur certains clients historiques dans des domaines très différents. Avec la limite de notre test qui était vraiment plutôt bien connaître l'eye tracking, sachant qu'il y a une question qui a été soulevée à l'instant qui est vraiment, à mon avis, primordiale, c'est l'échantillonnage. Donc là, ce qu'on a réalisé aujourd'hui, à mon avis, n'a pas beaucoup d'intérêt, sinon connaître la procédure, le protocole, etc., puisque ce sont des étudiants et des collaborateurs qui sont intervenus, qui ont fait les tests. Donc c'est pas significatif, on n'était pas forcément dans la cible, mais ça permet de voir comment ça fonctionne. La simplicité également, ça peut paraître, la façon dont on en parle, quelque chose d'un petit peu compliqué. L'expérience de monsieur semblait très complexe. Pour nous, ça a été simplissime, mais on est sur du print, on est sur du digital, on ne se déplace pas et on n'a pas fait d'analyse pupillaire. Donc c'était un petit peu différent. L'objectif, c'était de voir concrètement, lorsqu'on réalise un document pour un client, on fait appel à notre culture, à nos connaissances souvent assez anciennes puisque scolaires, à notre environnement et au talent de nos graphistes. Après, qu'est-ce qu'il en ressort? Quelque chose qui peut faire plaisir aux clients, mais la limite, ce qui peut être différenciant pour nous, c'est de dire, voilà, ce qu'on a reproduit aujourd'hui, c'est-à-dire le titre. Ah, non, mais on peut rester dessus. Je vais parler de celle-là.
Alors, pourquoi mettre un titre comme ça? Est-ce que le logo est à la bonne place? Est-ce que l'image prend trop de place? Donc là, c'était un test sur une société in vivo qui va produire des nutriments pour faire grandir un peu plus vite nos petits poussins. Et on a fait donc un essai du sens de lecture avec les différentes personnes, avec la crainte que nous avions, c'était que le visuel soit trop captif. Donc là, on va voir peut-être avec... Oui, oui, oui. Donc on prend un risque quand on fait ça, parce qu'on peut très bien s'apercevoir qu'en fait, notre travail n'a aucun intérêt, qu'on n'a pas placé les éléments au bon endroit, mais c'est justement cette prise de risque qui nous intéresse pour optimiser, améliorer notre travail. Donc là, on peut voir effectivement qu'on a des zones, je pense que M. Lu en parlera un petit peu mieux que moi tout à l'heure, que l'œil bouge beaucoup, mais qu'on a quand même réussi à capter sur des accroches et sur le nom, sur le logo des sociétés. Alors après, c'est pareil, je vais mettre pas mal de freins. Le test, on est sur du texte en anglais avec des étudiants qui n'ont pas forcément la pratique de l'anglais. Pour moi, ça peut vouloir dire également que l'œil a insisté pour la compréhension du texte et non pas parce qu'il était intéressant. Donc voilà, je modère un petit peu quand même, mais on peut considérer qu'on a quand même quelque chose d'intéressant au niveau de l'analyse. Alors quelque chose de complètement différent, hein, avec un œil qui se balade un petit peu partout. Alors là, pour moi, c'est extrêmement positif. C'est le lancement d'un site internet pour une société qui va être qui va synthétiser un certain nombre de devis, un facilitateur pour les travaux. Et ce qu'on voulait mettre en avant, c'était le lancement du site. Donc là, on s'aperçoit que le focus se fait beaucoup sur l'adresse du site, ce qui nous intéresse vraiment. Et ensuite, on sait qu'en général, les visages, les animaux, etc. sont tout de suite privilégiés. Là, on a quelque chose, une approche qui peut nous faire penser qu'on n'a pas trop mal travaillé, mais qu'on peut encore optimiser. Ah oui, on a parmi les autres travaux. Ok. Ouais, on va pas regarder. Oui, on peut mettre la vidéo. Ouais. On va considérer pour nous, dans la pratique, que c'est un outil complémentaire pour valider ou non certaines de nos accroches. On a filmé les mouvements de l'œil, hein, comme ça vous allez voir ce que ça donne concrètement. Si ça veut bien partir. Oui, peu importe. Oui. Ah, on a le visage de l'étudiante du coup qui est... Nous sommes partis sur une durée moyenne de 7 secondes pour filmer. On peut considérer que c'est Monsieur Lu nous en dira plus, mais quelque chose de raisonnable par rapport à la capacité d'attention. Et sur ce type de document, ça nous paraît intéressant. On aurait pu pousser un petit peu plus en analysant le fait que les visions soient faites par des hommes, par des femmes. Je pense que ça peut être très significatif dans certaines campagnes. Et là, c'est une home page. J'ai l'honneur de finir, de toujours capturer votre attention. Il y a un cocktail après, hein, donc j'ai pas la primeur de vous garder un petit peu plus tard que ce qu'on avait prévu. Mais avant de commencer ma présentation, qui fait 151 diapositives, on a parlé d'eye tracker depuis tout à l'heure, et en fait, vous n'avez pas vu de quoi il s'agissait. Donc j'ai juste ça à vous montrer. Donc un eye tracker, c'est quoi ?
il y a une petite barre ici, que vous verrez, hein, puisque vous aurez la possibilité de les tester, qui mesure les deux yeux. Mon œil droit, mon œil gauche. Et la phase de calibrage dont parlait Céline tout à l'heure, c'est ça. Donc on demande à une personne de nous aider à étalonner quelque chose. En l'occurrence, ici, il s'agit de l'appareil. Et à partir du moment où l'appareil est étalonné, je sais effectivement la taille moyenne de la pupille de la personne, mais ça c'est uniquement une des données qu'on utilise. On connaît votre écartement pupillaire, on connaît en fait quelque part pas mal de choses. Je rebondis encore sur ce que disait Christine, c'est qu'il y a des données qui sont qui peuvent être utilisées de façon assez personnelle, mais ici on anonymise tout. Je vais faire un petit bond en avant sur ma toute dernière diapositive, et je reviendrai tout à l'heure. À quoi sert l'eye tracking? Eh bien, il peut servir à ça. C'est-à-dire que là, je vous promets que j'ai vraiment les deux mains qui sont occupées, et ce sont mes yeux en fait qui me permettent d'allumer et d'éteindre, de faire défiler. Vous avez vu, alors il s'est peut-être arrêté parce que je regardais pas du tout. Voilà, c'est moi qui fais en fait. Là, je regarde en bas, le texte défile vers le haut. Je regarde en haut, il défile vers le bas. Je regarde à gauche, j'éteins l'ampoule et je les allume. Vous ne croyez pas, hein? Eh ben, vous allez le tester tout à l'heure. Hein, et pour ceux qui sont un peu joueurs, bien ils pourront. Oh là, je suis un peu trop loin. Pour ceux qui sont joueurs, je vais mettre le son. Ah, le son est là. Ils ont la possibilité de sauver la Terre. Voilà. Bon, là, je suis super fatigué. Je me suis levé un petit peu tôt, mais vous allez pouvoir le tester. Attendez, enfin surtout, je suis pas. Voilà. Je vais pouvoir dégommer, voilà, essayer de sauver la Terre. Bon, je vais pas aller plus loin, mais en tout cas, sachant où vous regardez, je peux lui attribuer deux choses. La première chose, c'est de remonter à votre attention visuelle ou à votre intention d'achat. Et puis surtout, là, ce que vous venez de voir, c'est aussi vous donner la possibilité d'avoir un autre mode de commande qui est basé sur le regard. On va essayer de discuter en guise de conclusion, en guise d'ouverture de cette soirée, à quoi pourrait servir l'eye tracking demain. D'ailleurs, vous voyez que l'appareil s'est mis en veille. Il a diminué son intensité lumineuse à partir du moment où je me suis éloigné parce qu'il n'a plus trouvé mes jolis yeux. Et à partir du moment où je me remets devant, normalement, il se remet à s'allumer. Okay. Alors, bon, vous pouvez imaginer explorer tout ça, mais revenons un peu en arrière sur un aspect beaucoup plus, on va dire, je vais essayer de faire synthétique. Donc, sur les 151 diapositives, je vais essayer de vous en proposer 15. Pourquoi? Parce que l'eye tracking, parce que les yeux sont l'organe essentiel de prise d'information pour un certain nombre de choses. L'acte d'achat, la décision, la lecture, la connaissance. Et ce qu'on dit aussi, c'est que ça ne suffit pas. Céline, Bernard, Christine, tous, ils vous diront que le fait d'avoir le parcours visuel d'une personne ne me dit que, finalement, où est-ce qu'elle a regardé. Mais est-ce qu'elle a vraiment vu? La différence est subtile. Eh bien, la subtilité, c'est mon ami Homer qui est là. C'est que entre tous les stimuli visuels auxquels on est tous soumis, surtout les stimuli commerciaux, il y a toute cette partie qui s'appelle le cerveau, qui essaie de filtrer, qui essaie de garder un certain nombre de choses. Et il garde pas tout. Il garde pas tout et il dit pas toujours que c'est très bien ou que c'est très mauvais. Alors, il y a un certain nombre d'articles qui sont publiés qui essaient d'estimer le nombre de quantités d'informations que l'œil humain est capable de percevoir, ou en tout cas les sens humains sont capables d'absorber à la seconde. Je vous ai mis la référence bibliographique en bas pour que vous puissiez critiquer par vous-même, mais ce que l'on dit, c'est que les yeux sont, ou en tout cas le regard, la vue, donc le sens de la vue, est un sens vraiment primordial. On parle beaucoup de débit. Ici, vous imaginez, on est en train de parler de 10 millions d'informations à la seconde. 10 millions d'informations. On prend des couleurs, on prend des mouvements, on prend des contrastes, on prend des lignes. Et tout ça, il va falloir l'analyser. Et à l'autre bout de la chaîne, mais je ne vous dis pas que c'est forcément pas prépondérant, hein, à l'autre bout de la chaîne, vous avez le goût.
On disait ce matin avec Valérie que il y a quelque chose qui est assez marrant, c'est quand vous cherchez à acheter du vin et que vous regardez les étiquettes et que vous regardez le prix, et bien en fait vous êtes déjà stimulé visuellement par rapport à la qualité du vin que vous allez acheter en regardant les étiquettes et en regardant le prix. Donc je pourrais vous envoyer des études si vous le souhaitez sur la perception de la qualité du vin d'abord par la perception visuelle. Et après vous faites un test typiquement, alors là, en blind test, et vous verrez que la qualité perçue, si vous enlevez le prix, si vous enlevez l'étiquette, eh ben, elle est totalement différente. Hein, il y a des piquettes, entre guillemets, qui sont extrêmement appréciées, et au contraire, il y a des trucs à 150 € la bouteille qui pourraient être perçus comme des piquettes. Bon, après, on va pas néchou tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on mesure exactement? On parle d'eye tracking depuis tout à l'heure. L'œil humain est composé d'un certain nombre d'organes. Ce que l'on mesure au niveau de l'eye tracking, c'est ce qu'on appelle la pupille. La pupille, c'est la partie noire des yeux. C'est la partie qui est au centre, qui a cette capacité de se dilater ou de se contracter en fonction de la quantité de la lumière, et en partie, selon certains chercheurs, et en tout cas, il n'y a encore pas forcément une unanimité quant à la corrélation, éventuellement par rapport aux émotions, par rapport à la charge cognitive, à la charge mentale, par rapport à tout ce que le cerveau est capable, ou pas, d'ingérer pour prendre une décision. Donc nous, ce qu'on mesure, c'est vraiment cette pupille, et puis d'autres informations au niveau de la cornée. Hop, voilà. Valérie, enfin en tout cas, une des questions, c'était depuis quand est-ce que ça existe en fait. Ça existe depuis à peu près depuis la fin du 19e siècle. Et avant, on vous collait des bouts de scotch un peu partout. Et puis, vous savez, c'est comme les pantographes. Là. À chaque fois que les yeux bougent, ça va aller dessiner avec un stylet sur un bout de papier. Et puis à partir de là, on va mesurer en fait les mouvements de vos yeux. Puis après, ça a évolué. On va mettre des électrodes et on va mesurer toutes les activités électriques au niveau des muscles qui sont activés. Et au fur et à mesure, on a développé des méthodes qui sont basées sur des méthodes électroniques, plutôt dans les années 50, et avec des choses qui sont plus ou moins barbares, plus ou moins lourds, plus ou moins légers. Aujourd'hui, on arrive à faire des choses relativement sympathiques, relativement légers, et pas trop intrusifs. Je sais qu'une des questions, c'est quel est le biais que apporte la mesure de l'eye tracking sur la qualité de la mesure. Bien sûr, tout objet mesuré, enfin on va dire toute technique de mesure modifie l'objet que l'on mesure. Et à plus forte raison si on mesure de l'humain, à plus forte raison. Mais il y a plein de trucs, il y a plein d'astuces. Céline, Bernard, tout le monde ici, Christine, sauront toutes les techniques pour mettre la personne à l'aise. Et comme j'aime le dire, tromper l'ennemi. Différents types d'eye trackers, vous allez pouvoir tester les deux. Il y a des eye trackers qui sont de ce type-là. Donc ce sont des barres comme ça, qui sont destinées à être installées sur des écrans. Et puis vous avez des eye trackers qu'on appelle des eye trackers portés. Ça. À nouveau, vous allez pouvoir les tester tout à l'heure. Donc je ne m'étends pas trop davantage dessus. Comment est-ce qu'on utilise l'eye tracking? Donc on a vu tout à l'heure, en tout début de ma présentation, on utilise les yeux comme étant un organe ou un mode de contrôle. Hein, c'est comme si j'avais une troisième main. Mais pour les personnes hémiplégiques, tétraplégiques, c'est comme si ils récupéraient une main. C'est comme si, en fait, avec le regard, ils vont pouvoir pointer, cliquer. Vous avez vu tout à l'heure avec les ampoules, le défilement du texte. Donc ça donne en fait une accessibilité, une capacité à la communication pour des personnes qui n'ont plus la possibilité de communiquer avec la parole. On a deux utilisateurs très célèbres, Stephen Hawking, qui fait ses cours, et puis on a l'auteur du Scaphandre du papillon, qui hélas est décédé. Voilà ce qu'on peut en faire, mais vous imaginez que demain, il y a énormément de choses à faire. Revenons sur les études, revenons sur l'analyse comportementale. On l'utilise bien sûr dans le marketing, on l'utilise bien sûr, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec Valérie, avec Céline et avec Bernard, sur l'expérience du consommateur.
l'expérience du consommateur dans le domaine digital, puisque c'est là que se porte la croissance de l'économie. Mais bien sûr, tous les fondements, c'est sur la partie droite ici, c'est toutes les recherches fondamentales dans les universités, qui consistent à dire voilà, comment est-ce que se comporte une personne face à un stimulus visuel. Que ce soit les contrastes de couleurs, que ce soit la position du logo, que ce soit la présence ou l'absence de visage, familier ou étranger. Et puis on peut revenir aussi à tout ce qui est tout simplement ophtalmologie. On revient à la boucle bouclée. J'ai un appareil qui mesure les yeux. Est-ce que je ne peux pas m'en servir aussi pour mesurer l'acuité visuelle, la capacité d'une personne à focaliser, ce qu'on appelle faire l'adaptation. Je commence à y avoir droit aussi. J'ai tendance à avoir un bras un peu long, ou en tout cas je vais me faire greffer un bras un peu plus long, et donc du coup je peux aussi mesurer cette capacité-là. Beaucoup d'universités, dont l'UBS, donc je me permettrai de passer. Et j'ai 3 exemples à vous donner. On va parler par exemple ici de Blablacar. J'aurais pu prendre Uber aussi pour être encore plus polémique. Il s'agit ici de voir si les gens ont été, étant donné une mission, ça j'insiste beaucoup. L'eye tracking a souvent, et en tout cas pendant quelques années, a été décrié parce qu'on montre de belles couleurs et on fait oh, c'est rouge, c'est bien. Oh, c'est pas rouge, c'est pas bien. Ça s'inscrit totalement dans un cadre de recherche avec une méthodologie. Et le fait que ce soit utilisé par des chercheurs permet justement de crédibiliser cette approche. On a des hypothèses à mettre en place, on valide ces hypothèses, on fait des mesures. C'est vraiment une approche qui est structurée, scientifique, avec une mesure qu'il faut prendre donc à sa juste mesure, c'est-à-dire que ce que je mesure est modifié par ma méthode de mesure en elle-même. Donc il y a vraiment une technologie à maîtriser et puis une interprétation à faire. Alors exemple ici, navré pour le contraste, exemple assez flagrant, quand vous commandiez sur le site de KLM, la colonne de prix qui est à gauche était très éloignée de la colonne des dates. Donc les petits ronds que vous voyez là, les petites bulles là, sur la partie supérieure, montrent qu'en fait les personnes se baladaient systématiquement entre les prix et les dates. Parce qu'on sait très bien que les prix les plus bas correspondent aux vols les plus pas sympathiques. Donc ils vous font arriver à 5h du matin, ils vont partir à 2h. Donc du coup, en fait, ce qu'il en résultait, c'était que les personnes ne commandaient jamais. Alors, les contraintes de développement informatique faisaient que le type, il a fait, bon bah, je mets la colonne 1, la colonne 2, la colonne 3. Ils ont fait de l'eye tracking et ils se sont dit, bah, pourquoi est-ce que les gens s'amusent? Non, ils s'amusaient pas. Ils hésitaient. Ils finissaient par ne plus avoir confiance. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rassemblé les colonnes. Donc ils ont mis la date à côté du prix. Et donc du coup, les gens se sont dit, bah ok, je comprends mieux. Et ils ont gagné 30% d'efficacité. Ça, c'était la barre. On a vu ça avec Céline, partiellement avec Bernard dans un environnement virtuel. Maintenant, passons dans l'environnement réel avec une paire de lunettes dont il s'agit cette fois-ci de mesurer le comportement dans l'écosystème. J'aime bien, ça fait un peu genre on est des animaux, mais oui, nous sommes des animaux qui achètent. Donc dans l'écosystème du consommateur. Donc l'écosystème, je suis dans le supermarché, je suis dans la gare, je suis dans la voiture, je suis en train de faire du sport, en train de faire du ski, je suis en train de commander des billets SNCF ou Air France. Et puis je peux aussi apprendre à conduire, je peux aussi apprendre à piloter, je peux aussi apprendre à effectuer des gestes médicaux. Et là, dans ce cas-là, je vais aller évaluer, alors ça je vais me permettre de passer, je vais évaluer un certain nombre de comportements, dont celui-ci par exemple. Donc je suis dans un vrai magasin, et puis je vais demander, donc le cercle rouge que vous voyez, c'est là où la personne se regarde, et puis on a beaucoup le mal de mer quand on regarde ce genre de vidéos. Mais voilà, je suis dans une enseigne, et puis tiens, il y a d'autres consommateurs, non, en l'occurrence c'était moi. Et puis je vais aller utiliser une borne de commande. Je vais me permettre de passer un peu plus vite. Je cherche la sortie de secours. Parfois ça peut être utile. Et puis je reviens à nouveau sur mon lieu de prédilection, puisqu'il s'agit de la cabine d'essayage. Donc le parcours du consommateur.
Donc vous voyez qu'il y a pas mal de choses que l'on peut faire et je vous invite vraiment à le tester tout à l'heure. Et je vais achever cette explication sur la partie recherche scientifique. Alors, Céline a évoqué tout à l'heure, et je crois qu'il y a eu une question de vous, madame, sur, ou je ne sais plus si c'était une personne de ce côté-là, qui disait, mais pour les enfants turbulents, comment est-ce qu'on fait? Donc, faut savoir que l'eye tracking est utilisé aussi énormément sur la mesure du comportement de l'enfant. Donc, que ce soit par rapport à sa capacité à l'apprentissage, jouer, lire, utiliser une fourchette, mais aussi toutes les déficiences qui sont associées à ce processus cognitif. Vous voyez en bas, en haut à droite par exemple, on a deux visuels, les deux petits macarons que vous voyez là, deux dames qui se parlent, et puis vous avez des petites taches rouges. Les petites taches rouges, c'est là où se pose le regard de l'enfant. À gauche, vous avez un comportement supposé standard d'un enfant supposé normal, qui est capable en fait de focaliser sur la personne qui parle. Quand vous me parlez, je vous regarde et puis je vous adresse pas la parole, mais en tout cas je vous laisse la parole. Donc dès que la personne prend la parole, je la regarde. Et bien à droite, vous voyez que ces petits points rouges sont beaucoup plus éparpillés et c'est plus représentatif en fait d'un enfant qui serait, je mets tout ça au conditionnel parce qu'il s'agit encore de recherche et surtout de mise en place de diagnostic, de batterie de diagnostic, c'est de se dire il y a des patterns de comportement visuel dès les premiers mois qui permettent de remonter à cette psychologie du comportement et de dire ben voilà, j'ai des présomptions, j'ai des doutes et je vais aller compléter ça avec un certain nombre de tests classiques, hein, bien sûr, et puis il y a le pédopsychiatre qui est là et qui sera en mesure d'accompagner de façon précoce les parents qui pourraient être qui pourraient subir la situation. Alors, dans une situation un peu plus rigolote, on va les comparer aussi le comportement des singes avec les hommes. Alors c'est assez rigolo. Prenez l'hippopotame par exemple. L'hippopotame, quand vous le montrez à un chimpanzé qui est là, qui est derrière sa vitre, lui, sa première option, c'est de savoir s'il va se faire manger ou pas. Donc du coup, vous voyez là le petit parcours jaune que vous voyez, il cherche à savoir si la bête est plus grosse que lui ou pas. Et si c'est horizontal, à mon avis, il va se faire manger. Et si c'est vertical, il se demande si c'est un congénère ou pas. Vous voyez, on lui montre également un homme. Vous montrez la même image à un être humain, la première chose qu'il fait, à votre avis? Il regarde le visage. Bon, après, est-ce qu'il se cuisine bien ou pas? Effectivement. Mais il va regarder le visage, parce qu'il va chercher à communiquer avec la bestiole. Hein, c'est « Oh, parle-moi ». Donc il y a une espèce de personnification, mais ça, les chercheurs, les psychologues sont plus en mesure de vous expliquer ça avec plus de rigueur. Mais après, on en parlait justement au déjeuner, c'est demain être capable de mesurer le comportement d'un conducteur novice en auto-école, que ce soit en simulateur ou vraiment dans la vraie vie. Ou alors, aujourd'hui, par exemple, on regarde beaucoup trop le GPS, on regarde beaucoup trop l'autoradio. Quelle est l'expérience digitale dans un environnement qui est totalement non digital? Et donc, qu'est-ce qui est perturbateur? Alors, je ne sais pas si vous avez eu la chance de conduire, je mets ça entre guillemets, une Tesla. Vous savez, les voitures électriques? Non? D'accord. Ah, Bernard a une autre Tesla. Voilà. Et tout est, en fait, en gros, tout est géré par une grande tablette. Hein. Donc, la question se pose, voilà. En plus, elle est déportée sur la partie centrale. Est-ce qu'il y a une perturbation ou pas sur l'attention visuelle pendant la conduite? Est-ce que je vais constamment aller... vous savez la conséquence qu'il y a par rapport à une tablette et en plus en situation de conduite. Voilà. Donc il y a pas mal d'études qui sont faites dans ce sens-là. Et demain. Alors, il y avait une question sur l'émotion. J'espère que ça va fonctionner. C'est très sexiste ce que je vais vous montrer. Donc on a demandé à une personne de se prêter à un jeu qui est de regarder ces images. Et puis, je vais vous repasser la vidéo parce qu'elle est un peu rapide. On fait comme chez les policiers, hein, on dispose
donc les sujets, et puis on va demander aux participants de savoir. En fait, on va même pas lui demander, on va juste lui demander de regarder ces jolies jeunes filles. Et les petites courbes que vous voyez en bas à droite, en fait, ne font que mesurer la dilatation pupillaire. Mais pas seulement. Ils mesurent également les battements cardiaques, ils mesurent la sudation, ils mesurent le taux de respiration, le nombre de mouvements que vous faites. Et puis après, ce sont les chercheurs qui vont travailler. Bernard l'a précisé, attention sur la mesure de la dilatation pupillaire, il y a deux contributions, la contribution de la lumière, donc il y a ce qu'on appelle une baseline, s'assurer que la pupille a une certaine valeur moyenne, et puis contrôler la quantité de lumière par rapport à mon stimulus visuel, et puis ensuite, avec des opérations mathématiques que mon cher ami ici, et je fais un clin d'œil à Denis, puisqu'on a travaillé ensemble il y a quelques temps, avec des filtres mathématiques dans tous les sens, vous allez pouvoir enlever la contribution de la lumière et ne rester que sur du bruit, et ces bruits seraient dus à de l'émotion. Voilà. Donc je vous ai cité un certain nombre de mesures bio sur les battements cardiaques, sur la contraction du système digestif, parce que paraît-il qu'on en a un deuxième, enfin c'est pas paraît-il, on aurait donc un système neuronal synaptique au niveau du ventre, donc on pourrait éventuellement mesurer aussi vos contractions des muscles abdominaux pour savoir s'il y a éventuellement une corrélation entre le stress et les contractions abdominales. Mais demain, c'est quoi? Demain, c'est les jeux vidéo. Vous l'avez vu tout à l'heure avec mes poum poum poum, je tue les méchants. Alors, c'est pas demain. Pour les gamers qui connaissent, vous avez Assassin's Creed, vous avez le fameux GTA, Grand Theft Auto, qui sont compatibles maintenant avec de l'eye tracking. Et puis, depuis hier, on a le premier PC grand public que vous pouvez acheter et qui contient de l'eye tracker. Mais ça, c'est pour le grand public. Mais demain, qu'est-ce que ça peut être? Dans un cockpit, je vais pouvoir également mesurer l'attention visuelle de mon pilote ou de mon conducteur. Donc, qui peut s'endormir, qui peut peut-être regarder trop son GPS et lui donner des alertes. Ou lui envoyer des petites décharges, voilà, au risque qu'il fasse un petit coup de volant et qu'il rentre dans le décor. Mais ça peut être aussi aider le praticien, le chirurgien à effectuer des gestes précis, à aller prendre des informations là où il faut les prendre, dans la séquence où il faut les prendre. Et on parle beaucoup de réalité virtuelle, de réalité augmentée, de réalité immersive, où on va aller encapsuler ça. Hein, on l'a tous vu dans les lunettes d'Oculus Rift. Et enfin, pour vraiment vous faire rêver, sauf que pour nous, ça n'est pas trop du rêve. C'est le prochain eye tracker. Donc, vous voyez là, et le prochain eye tracker, il a cette taille-là. Voilà. Bon, c'est à horizon de 12 à 18 mois. Hein. Je vous dis juste, ça c'est juste un bout de plastique, hein, mais qui donne une idée de comment c'est construit. Et puis, on va arriver à cet objectif-là, que l'eye tracker fasse ça. On va y arriver. C'est pas, je vous dis bien, demain. C'est pour nous, c'est aujourd'hui, mais pour le grand public, ça va être demain. Je vous raconte tout ça. Bien sûr, il y a un public de chercheurs, un public de scientifiques. Pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent flasher ces codes. Et de toute façon, vous aurez accès à cette présentation. On a rassemblé plus de 700 articles qui traitent de l'eye tracking dans tous les domaines possibles, imaginables. On a parlé par exemple, comment améliorer du matériel pédagogique. Où est-ce que je regarde? Étudier le comportement des étudiants au fond de la salle qui regardent l'équipe, comme moi, j'ai dû le faire, n'est-ce pas? Et donc, comment est-ce que le prof va pouvoir s'améliorer dans sa méthode pédagogique? Et puis, on est là tout à l'heure pour vous répondre. Merci beaucoup.